Maintenant que nous savons calculer tous les paramètres à la calculatrice pour une série statistique classique, entre guillemets, pour un caractère quantitatif discret, puisqu'on a travaillé avec les notes obtenues par des classes, donc c'est des caractères quantitatifs discrets, puisqu'il y a un nombre fini de valeurs, nous allons voir maintenant le cas d'un caractère continu, un caractère quantitatif continu. Je vous avais parlé au début du chapitre que c'était un regroupement par classe. Alors, on prend un exemple, on prend un distributeur de café qui propose des expressos et on pèse la quantité de café nécessaire pour faire ces expressos sur 30 expressos, donc en grammes bien sûr. Les masses sont comprises entre 79 grammes et 91 grammes et on a les effectifs correspondants. Alors vous voyez que c'est des intervalles, hein, 79, 80, 80, 83, etc. Donc on prend une amplitude de 2, je vous rappelle que l'amplitude d'un intervalle c'est la longueur de l'intervalle. Et ici, pour être cohérent, on fait toujours comme ça, on prend le premier, le deuxième on ne le prend pas et on le prend après, comme ça. Et il n'y a que le dernier où on va fermer donc les deux crochets pour avoir bien toutes les valeurs. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, ces intervalles-là, comme on est en statistique, on a un vocabulaire particulier, c'est-à-dire ces intervalles, on appelle ça des classes. Donc, il y a la classe 79-81, la classe 81-83, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour les calculs? Parce que quand on veut faire les calculs, eh bien là, j'en ai 5, j'ai 5 expressos dont la masse est comprise entre 79 et 81. Oui, seulement que je vais prendre quoi pour les calculs? Est-ce que je vais prendre 79? Est-ce que je vais prendre 81? Est-ce que je vais prendre 79,5? Eh bien, on décide quand on fait ça que on prend le milieu de chaque classe. Donc, on va prendre vraiment le milieu de l'intervalle avec lequel on travaille. Donc ici, je vais prendre 80, là je vais prendre 82, là je vais prendre 84, ici je vais prendre 86, et là je vais prendre 89 pour faire les calculs. Et c'est ainsi que l'on va pouvoir obtenir les mêmes résultats à la calculatrice que l'on avait. Donc, alors ici, quand on est en regroupement par classe, ça va être compliqué pour travailler avec la médiane et les quartiles, parce que on pourra juste dire dans quelle classe est-ce qu'il y a la médiane ou dans quelle classe est-ce qu'il y a les quartiles. D'accord? Pour arriver à trouver avec exactitude, il faudrait faire des suppositions que c'est équitablement réparti dans l'intervalle. Ça, il faudra que ça soit dit dans l'intervalle et dans l'exercice, et c'est bien entendu, ça amène une complication. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le calcul de moyenne et d'écart type, et après la représentation graphique que l'on verra par la suite. J'ai fait ces calculs-là en prenant donc les valeurs centrales des classes, et j'obtiens donc 84,16 pour la moyenne, et sigma qui est égal à 2,90. Dans ce cas-là, si on parle du mode, si on veut parler du mode de la série, on ne peut pas donner non plus le mode de la série parce qu'on ne sait pas la masse qui correspond au plus gros effectif. Donc on regardera par contre la classe modale, c'est-à-dire qu'ici on voit bien que c'est là qu'on a le plus gros effectif. Donc c'est pour les expressos qui sont compris entre 83 et 85. Nous avons donc une classe modale. Et au travers de toute cette chose-là, on voit que le regroupement par classe, il peut être pratique et utile parce que quand on a un caractère quantitatif continu, on ne peut pas faire autrement. Mais par contre, on perd en précision. On perd en précision puisque ici, quand je fais le calcul, pour les 8 qui sont dans cette classe-là, les 8 qui sont dans la classe modale, eh bien j'ai considéré dans mes calculs que les 8 expressos avaient une masse de 84 grammes, ce qui est faux, bien entendu. Donc on fait une approximation. Donc les résultats sont approximatifs. On a une perte d'information qui est un petit peu problématique, mais qui la plupart du temps est absolument inévitable et sera tolérable dans la mesure où on pourra le faire. Si on veut moins d'erreurs, il faudra prendre des classes plus petites. Plus vous prenez des intervalles qui sont grands, plus l'erreur va être importante. Alors, on arrive à une chose qui est très difficile et qui est la chose peut-être la plus utile pour votre vie de tous les jours après vos études. C'est la représentation graphique des caractères continus. Il faut savoir que la plupart des choses que l'on mesure et que l'on trouve dans les journaux, ce sont des caractères continus. Et il faut comprendre la représentation graphique qui est l'histogramme. Attention, pour un caractère quantitatif continu, on ne fait pas de diagramme en bâton. Le diagramme en bâton, c'est pour les caractères quantitatifs discrets.
très important. Et l'histogramme, c'est pour les caractères quantitatifs continus. Donc ça, c'est très important et il ne faut pas mélanger les deux représentations graphiques. Malheureusement, dans beaucoup de journaux, on a des journalistes qui ne sont pas très au courant des mathématiques et qui prennent des diagrammes en bâton pour des histogrammes et inversement, ce qui donne quelque chose de totalement incohérent et des informations totalement fausses, bien entendu. Donc, il faut faire ça correctement. Un histogramme, je vous rappelle qu'un histogramme, c'est quelque chose qui est fait, je vous le montre ici, voilà, c'est ce genre de dessin-là, c'est-à-dire c'est des rectangles qui sont comme ça empilés, vous en avez déjà vu beaucoup, peut-être en géographie pour les débits des fleuves, pour d'autres choses encore, mais vous en avez certainement vu sur les journaux ou dans les journaux télévisés, on en parle beaucoup. Alors, dans un histogramme, on avait vu dans le diagramme en bâton que c'était la hauteur des bâtons qui était proportionnelle à l'effectif. Dans l'histogramme, ce n'est pas du tout le cas. C'est l'aire des rectangles. C'est l'aire des rectangles que l'on fait qui va être proportionnelle à l'effectif. Et ça change tout. Ça amène une complication, ça fait quelque chose de très compliqué, et à lire et à construire. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'axe des abscisses dans un premier temps qui va être gradué pour positionner les valeurs du caractère, ça c'est important. Et l'axe des ordonnées, il va être gradué, mais il n'a pas de signification propre. Il est gradué uniquement pour mesurer les aires, c'est tout. Et donc, pour calculer les aires. Et donc, ça ne s'interprète pas, c'est-à-dire qu'on ne lit pas l'axe des ordonnées. D'un point de vue pratique, donc si on a dit que c'était l'aire qui était proportionnelle, il va falloir se doter d'une échelle extrêmement précise, donc d'une double échelle. On va avoir une échelle sur l'axe des abscisses, bien entendu, pour pouvoir faire figurer les valeurs du caractère, mais il va falloir aussi une échelle pour les aires. Et ça, c'est très important. C'est très important d'avoir ces deux échelles-là, une échelle pour l'axe des abscisses et une échelle pour les aires. C'est celle-là surtout qui est importante, c'est l'échelle pour les aires. Donc, la plupart du temps, vous aurez à la choisir vous-même. Alors, c'est avec l'expérience que vous verrez, vous ferez des essais par tâtons comme ça, et puis vous direz, bah, tiens, cette échelle que j'ai prise ne convient pas, donc il va falloir que je la change. Ou alors, on vous la donne dans l'exercice. Ici, je la donne. Donc, j'ai pris en abscisse 1 cm pour 1 gramme. Et pour les aires, j'ai choisi 2 cm² pour 1 expresso. D'accord? Donc on verra comment est-ce qu'on représente ça sur le diagramme. Je vais même vous le montrer maintenant. Vous voyez, je fais mon diagramme et donc sur le diagramme, j'écris l'échelle. Abscisse 1 cm égale 1 gramme et 1 expresso égale 2 cm². Je pourrais le mettre sous forme écrite comme je l'ai marqué précédemment sur cette feuille-là, mais je peux le mettre aussi sous forme graphique, c'est-à-dire indiquer la partie qui correspond à 1 expresso, l'aire qui correspond à 1 expresso. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À partir du moment où on a choisi notre abscisse, on a donc nos graduations qui sont là. La graduation, là, ici, j'ai fait une double barre pour dire que je ne commence pas à 0, parce que ici, j'ai inévitablement 0 comme sur tous les graphiques. Et voilà, vous voyez que j'ai gradué mon truc, mon axe des ordonnées en 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire j'ai pris le centimètre, mais ça, je n'en parle pas dans mon échelle ici. Hein. L'axe des ordonnées, il n'y a pas de signification. Et je regarde la largeur donc de mes rectangles. Si je veux calculer l'aire d'un rectangle, je rappelle que c'est la largeur multipliée par la hauteur. Donc maintenant, grâce à mon tableau d'effectifs, il faut que j'arrive à calculer la hauteur. Donc, pour faire un histogramme, dans les premiers temps, il va falloir calculer, faire remplir ce type de tableau. Donc, j'ai la masse, j'ai mon tableau des effectifs ici. Je vais calculer dans un premier temps l'aire correspondante, puisque j'ai choisi 2 cm² pour un expresso. Donc, je vais avoir ici, j'ai 5 expressos, donc je vais avoir 10 cm². 6 expressos qui vont être représentés par 12 cm², 8 expressos qui vont être représentés par 16 cm², etc. à cause de l'échelle que j'ai choisie. La largeur du rectangle, c'est à cause de l'échelle des abscisses. Donc je prends 1 cm pour 1 gramme. On est bien d'accord qu'il y a 2 cm ici entre 79 et 81. Donc ça nous fait 2 cm pour la largeur du rectangle. Pareil, 2, 2, 2. Et ici, 4. C'est la grande différence des diagrammes en bâton. C'est les diagrammes en bâton et les bâtons ont tous la même épaisseur. Là, les rectangles, nous dans l'histogramme, ils ne sont pas obligés de tous avoir la même largeur. Et maintenant, je calcule donc la hauteur du rectangle. Je rappelle que l'aire du rectangle, c'est la largeur multipliée par la hauteur. Donc, c'est la même chose que de dire que la hauteur, c'est l'aire divisée par la largeur. Donc ici, ça me fait 10 divisé par 2, ça fait 5. 12 par 2, 6. 16 par 2, 8. 12 par 2, 6. Et 10 par 4,
2,5. Et donc maintenant, je me retrouve avec la hauteur qui est ici. Et la hauteur, je vais la reporter grâce à mon axe désordonné. Ça va me donner juste la hauteur des rectangles, mais ça n'a pas de signification, ce n'est pas l'effectif. Vous voyez bien que ici, j'ai un effectif de 5 et j'ai une hauteur de 2,5. Donc ça ne correspondait pas. Là, j'avais un effectif de 5 aussi et j'ai une hauteur de 5. Donc vous voyez, pour le même effectif, je n'ai pas la même hauteur du rectangle. Pardon, c'est pas suffisamment haut. Pour la même valeur de l'effectif ici, je n'ai pas la même hauteur de rectangle. Tout ça, pourquoi? Parce que la largeur du rectangle n'est pas la même. Donc, là, on ne peut pas interpréter la hauteur du rectangle. La hauteur du rectangle n'a absolument aucune importance dans un histogramme. Ce qui importe, c'est l'aire. Ça se lit toujours avec une aire. Donc, je reporte toutes les valeurs de mon tableau ici sur mon dessin et ça me permet de faire mon histogramme qui est là. Et vous voyez, on retrouve ici entre 79 et 81, j'ai bien 5 expressos, puisque je peux en prendre, j'en ai un ici, 2, 3, 4, 5, puisque je prends ici. Et là, j'en ai 5 également. Et vous voyez que mon rectangle ici, il est beaucoup plus bas que l'autre. Mais pourtant, ces deux rectangles ont la même aire, exactement la même aire. Donc, ils représentent exactement le même nombre d'expressos. Donc, vous voyez, c'est une autre chose. C'est bien, c'est une autre approche visuelle et qui est très pratique et qu'on utilise toujours pour les caractères continus parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Souvent, ce qui se passe pour les caractères continus, à mon grand désespoir, parce que je trouve ça pas bien, c'est qu'on s'arrange pour prendre les mêmes intervalles, c'est-à-dire les mêmes largeurs de rectangles. Alors à ce moment-là, c'est vrai qu'un histogramme va s'apparenter à un diagramme en bâton et on va retrouver la proportionnalité sur la hauteur. Mais ce n'est pas le but. Un histogramme, c'est vraiment fait pour regrouper par classe et quand on a peu de résultats, plutôt que d'avoir des bâtons qui sont illisibles parce qu'ils sont pratiquement à zéro, eh bien on en regroupe plusieurs pour avoir quelque chose, une aire qui correspond à quelque chose. Donc voilà, donc j'ai bien dit ici que les hauteurs ne sont pas proportionnelles aux effectifs, par contre c'est les aires qui sont égales, et la difficulté que vous allez pouvoir rencontrer pour construire un diagramme en bâton, c'est de choisir l'échelle pour les aires si on ne vous la donne pas. L'échelle sur les abscisses, c'est facile, vous saurez faire, il n'y a pas de souci. L'échelle pour les aires, eh bien, il faut réfléchir un petit peu parce qu'il faut faire les calculs un petit peu dans sa tête. Souvent, on part sur une échelle et puis on se rend compte que c'est pas très lisible, que c'est pas suffisant, donc on la change après coup. Voilà pour l'histogramme, c'est quelque chose qui est très important de faire la différence entre un histogramme et un diagramme en bâton. Je rappelle, diagramme en bâton, caractère quantitatif discret, histogramme, caractère quantitatif continu.